Hello les amis, nouveau podcast, c'est moi qui présente, Ben n'est pas là, j'en profite, je vole la vedette. Amaury, merci de ta nouvelle participation, très très content de t'avoir à nouveau sur le podcast, comment ça va? Ça va très bien, un peu fatigué pour être honnête, parce que les 2 dernières semaines, ça a été compliqué pour n'importe qui bosse en finance, hein. Oui, éventuellement, ouais, je peux comprendre. Ouais, donc voilà, mais non, sinon ça va bien. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas au courant. Dis-nous, Eh raconte-nous, bien, raconte-nous ce qui des... s'est passé, il s'est passé tellement de trucs en fait que c'est un peu difficile de faire la liste totale, mais ce qui s'est passé en gros, c'est que Trump a voulu mettre ce qu'ils appellent des tarifs, c'est des droits de douane en fait, hein, aux États-Unis, mais les règles précises ont changé presque tous les jours. Et donc, il a fallu adapter les prévisions, les impacts, essayer de deviner qu'est-ce que ça va demander. Essayer de deviner aussi, est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il bluffe? Est-ce que c'est un effet d'annonce? Hmm. Donc là, tout le monde dans le monde de la finance a été très twitchy pendant au moins 2 semaines, ouais. Voire même un petit peu plus, parce qu'avant, il y avait les annonces, on va le faire, quoi. Il n'y avait pas les détails, mais bon. Alors Ok, vous l'aurez donc, compris, du coup on va parler de tarifs, quoi. Ouais. C'est le sujet de l'épisode. Mais j'ai même pas eu le temps de finir le tour de table. On sait même pas comment Tim tu vas. On sait même pas quel temps il fait à Londres. Enfin, si ça on sait. Enfin, on se doute. écoute, Il pleut. Non, surprise, il pas. pleut. Si, si, aujourd'hui Incroyable, il a plu. Mais figure-toi que évidemment. c'est se méprendre, car en fait, si tu regardes le taux de pluie, il pleut plus à Paris qu'à Londres en moyenne. Par an, si tu regardes la pluviométrie, Alors, c'est assez contre-intuitif, mais il il pleut un pleut peu plus. plus en quantité, mais il pleut moins souvent. C'est ça, c'est ça. Nous, il pleut beaucoup plus souvent, Peut-être c'est la mais même chose avec la effectivement. Bretagne aussi. Et Hmm. il pleut pas tant que ça en Bretagne en quantité, mais il pleut souvent. Bien essayé, Tim. J'ai failli plonger, mais heureusement, Amaury est venu à mon secours. Et de toute façon, je m'en fous parce que, alors oui, certes, là, je suis à Paris en ce moment, mais j'y suis très très rarement. Donc, tant pis. Je suis pas dans la guerre Londres-Paris. J'aime les deux villes, euh, autant l'une que l'autre. Euh, Puisque vous me demandez, ben moi, ça va super. Euh, je, je rentre vite fait de vacances. Enfin, vous savez comment je suis toujours en vacances, jamais en vacances. Et donc, ravi de vous retrouver. Donc, on va parler tarifs, on va parler Trump, Musk, économie, grande récession, petite récession, obligations et autres termes compliqués. Donc, je vous cache pas que je suis un peu à poil sur le sujet, les gars. Moi, je, j'ai une forte appétence pour la finance, ça m'intéresse. Mais moi, mon truc, c'est plutôt investir dans des startups et le marché. J'en ai quelques notions, mais là, je vais grandement compter sur vous pour m'expliquer cet énorme bordel cette énorme singerie que nous a proposé le couple Trump et Musk. Enfin, je sais même pas si Musk Ah, Musk est était pas impliqué là et là-dedans. j'ai l'impression qu'il est pas, il en parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression que Il est pas ouais, il ravi. se mord la langue, quoi. Il est pas content, Mhm. non? Ouais. Bah, Ok, ok. c'est un des trucs, c'est que j'ai l'impression que, enfin d'ailleurs, j'ai tweeté sur le sujet, c'est que beaucoup de libéraux et de gens qui sont des libertariens ont choisi le camp Trump pour ces élections. La plupart des tech, des CEO de la tech ont choisi Trump aussi pour se libérer un petit peu du joug et de la pression sociale de la gauche américaine. Mais j'ai l'impression que du coup, beaucoup se rendent compte que ça reste Trump. Et que Trump, ça reste un joker, une carte complètement imprévisible qui on fait qu'à sa tête. Et que fondamentalement, c'est possible Trump ait joué un peu la carte libertarienne pour se faire élire et que derrière, en fait, ça reste un étatiste, ça reste quelqu'un qui pense que l'État doit réguler l'économie, doit tout gérer. J'ai l'impression qu'il y a presque une sorte de trahison un petit peu de l'électorat modéré qui a voté pour lui. Et Mais j'ai j'ai cru l'impression comprendre que... pardon, mais est-ce qu'on peut faire un peu le lien entre son programme et la réalité? C'est-à-dire que ça, tous ces Mhm. trucs de tarifs et tout, c'était pas du tout dans le programme? C'est-à-dire Ah si si, c'était ou- complètement dans le programme, mais ce qui s'est passé, ah, c'est que, alors déjà, c'était dans le programme dans son premier, enfin dans son premier mandat. C'était mhm. déjà dans le programme, et là à l'époque, il avait mis quelques droits de douane, mais pas.
enfin, rien de très gros, quoi. Donc ça n'a pas eu un impact, énorme. Et donc, bien que les gens s'attendaient à peut-être espionner un peu ou quoi, ils s'attendaient pas à ce qu'ils mettent des tarifs sur tous les pays du monde avec des scores à 2 chiffres à chaque fois, tout en même temps. On applique la semaine prochaine. Enfin, tu vois, c'est le- les gens savaient, c'était dans son programme, les droits de douane, mais personne s'attendait à une annonce d'une telle ampleur. Alors attends, pour qu'on soit clair, Les tarifs et les droits de douane, c'est la même chose. Hein. Voilà, J'utilise c'est les ça, deux ouais. mots, mais Donc tarif c'est le mot anglais, droit de douane c'est en français. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Ouais. lorsque un bien transite ou une transaction transite entre pays, l'État met un frein et dit bah non, ça coûtera 30% en plus, quoi. exactement. Mais est-ce que ça a un intérêt économique? Enfin, c'est quoi Ouais, quel est l'intérêt de Trump là-dedans? quel est l'intérêt pour Trump de faire ça? Alors j'ai bien compris que c'était lié à la balance commerciale qui est parfois déficitaire envers certains pays, etc. Mais c'est Alors, pas forcément très clair. c'est très difficile de savoir pourquoi il veut faire ça. Pourquoi? Parce que si tu demandes à 5 personnes dans l'administration, ils te disent 5 histoires différentes. Je suis même pas sûr qu'ils soient vraiment d'accord entre eux. Donc c'est très difficile de savoir pourquoi ils veulent le faire. Maintenant, pourquoi? Enfin, quels sont les effets en général? Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait pas beaucoup d'ailleurs? On le faisait beaucoup plus il y a une centaine d'années. Maintenant, ça reste exceptionnel. L'idée, c'est de favoriser ton industrie locale par rapport à l'industrie étrangère d'autres pays. Tu vois, parce que si tu mets des droits de douane de 30%, eh bien le mec qui fabrique un produit, n'importe quoi, disons une voiture par exemple, tu dis je mets des droits de douane de 30% sur les voitures, eh bien le mec qui fait une voiture au Japon par exemple et qui l'importe aux États-Unis, s'il est 30% moins cher, ben en fait il est au même prix que la voiture américaine. Puisque quand tu importes la voiture, tu vas payer 30% de taxes. Et donc il faut qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins cher pour s'en sortir. Donc ça, c'est un moyen de favoriser ton industrie locale au détriment de l'industrie étrangère. Maintenant, évidemment, c'est à double tranchant et c'est pour ça qu'on le fait. Aujourd'hui, on le fait pas beaucoup, sauf pour des industries qu'on va considérer comme étant stratégiques, des choses comme la défense ou le nucléaire ou des trucs comme ça. Mais sinon, on le fait pas. Enfin bon, bah sauf Trump quoi. Mais dans les pays occidentaux, ça se fait plus trop en dehors de domaines stratégiques. Pourquoi? Bah parce que tout le monde se retrouve avec des voitures 30% plus chères quoi. Et C'est l'Américain ce que j'allais te moyen ou dire. le Français moyen ou quoi, bah il préfère payer sa voiture 30% moins chère plutôt que de payer sa voiture 30% plus Alors, chère. c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est la façon dont Trump l'a vendu à ses électeurs, c'est qu'il a dit en gros, je vais baisser les taxes en interne et je vais taxer en fait les entreprises qui importent de l'extérieur. Mais évidemment que cette taxe, elle va se répercuter sur le consommateur, donc à la fin, ça reste une taxe quand même sur le citoyen, quoi. Ah bah bien sûr, tous les produits que tu importes sont plus chers. Et, c'est assez pervers en pratique parce que aujourd'hui, les produits, enfin si tu prends une voiture ou un ordinateur ou un truc comme ça, il y a littéralement des milliers de composants dedans. Ils viennent tous de pays différents. Et donc, si à chaque fois que ça croise une frontière, tu mets une taxe dessus, l'impact sur le produit final, mais il est beaucoup plus important que les 10 ou 20% ou quoi. Bah, si on en revient à cette espèce de métaphore que l'humanité c'est un organisme et que tout circule entre les différents pays et tout, ce qui m'étonne c'est qu'en fait les tarifs c'est presque une friction, tu vois, ça ralentit les échanges. Tu te souviens de cet exemple de Milton Friedman, tu sais, l'économiste libéral qui a cet exemple du crayon, tu sais, un simple crayon en graphite. Aujourd'hui, dans le monde, c'est un nombre de collaborateurs pour faire que ce soit le bois qui fait le crayon, que ce soit la mine en graphite, que ce soit le petit bout de métal, que ce soit la gomme qui fait du caoutchouc qui vient d'un autre pays, que tout ça c'est acheminé, c'est transporté, c'est assemblé, les pigments viennent de tel endroit et tel endroit. Tout ça aujourd'hui, il y a une chaîne d'approvisionnement complètement dingue. Ne serait-ce que pour un crayon, en fait, aucun pays ne sait produire tous les crayons de toutes les couleurs. C'est ça, mais en fait, moi, il y a un exemple que je trouve encore plus ouf, c'est l'exemple d'un fruit, tu vois, genre tu prends une pomme ou une orange ou un truc comme ça, tu vois, et tu te dis, bah, je sais pas si l'orange, on l'a fait pousser aux États-Unis puis qu'on la vend à un Américain, clairement le tarif ça a aucun impact. Ouais, mais sauf que le mec qui fait grandir les trucs, je sais pas, peut-être qu'il a besoin d'insecticides ou d'engrais ou je sais pas quoi, tout ça vient de l'étranger, il a besoin de machines, il a besoin d'un tracteur pour le transporter qui lui-même a des milliers de composants qui viennent de partout, qui doit mettre de l'essence dedans et
Et tu vois, il y a le si petit à chaque fois, il y a sachet, il y a 30%. le petit sachet en plastique dans lequel il y a tes fruits qui vient, l'étiquette, Ouais. le mec qui vient pour, je sais pas, valider le contrôle qualité ou quoi machin. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça dépend de plein de machines, de composants et de trucs. Donc, en fait, même ton produit ultra simple comme un fruit qui est grandi localement et vendu localement, il va être impacté par les droits de douane. Et donc, Et donc est-ce que- attendez. Hmm. C'est juste, si je résume, ce que vous me dites, c'est que les tarifs, ça a un intérêt dans un monde où l'économie, elle est hyper simple, où l'échange de biens, il est peu complexe et où il n'y a pas plein comment dire, euh, Ouais, quand il n'y a pas d'entrelacement. d'impact, d'effets de bord en fait, qui sont créés par les tarifs. Et donc ce que vous dites, c'est que c'est un peu passé de mode, quoi. C'est-à-dire que ça se Bah, fait plus, quoi. le protectionnisme, si tu veux, c'est effectivement, si tu regardes les tarifs historiquement dans les graphes, c'est assez intéressant. Les tarifs étaient beaucoup plus élevés il y a 100 ans, 150 ans, et ils ont baissé au fur et à mesure de l'histoire, et à partir des années 60-70, ils se sont stabilisés, il me semble, vers 5-10%, un truc comme ça, même pas. Voire, il y a Ouais, beaucoup même de pas, libre-échange mais maintenant. puis tu vois les pays dans lesquels il y a le plus de tarifs aussi, ça va Ouais. être la Zambie, le Mozambique et des trucs comme ça quoi. Enfin, tu vois, Mhm. si c'était pourvoyeur de richesse, euh, Mais c'est- du coup, on verra des listes de pays avec des gros tarifs et des petits très différentes, hein. ce qui me paraît étrange, c'est que en fait, les tarifs, ça me paraît parfois stratégique de les mettre de façon très précise pour relancer une économie interne, par exemple, ou des choses comme ça. Mais je pense qu'un des Ouais, en effets... général, c'est quand tu veux protéger. Je vais te donner un exemple qui va encore plus loin que les tarifs. Aujourd'hui, les États-Unis, la France le fait peut-être aussi, je sais pas. Les États-Unis font du raffinage d'uranium. Ouais, ouais. Et ils en font beaucoup On le fait aussi. pour enfin pour faire des bombes atomiques en fait. Mhm. Donc il faut savoir, l'uranium c'est hyper compliqué. Il y a deux isotopes. Mhm. Et il y en a un qui est présent à moins de 1% naturellement dans l'uranium. Et la seule différence entre les deux, à part les réactions nucléaires, c'est qu'il y en a un qui est légèrement plus lourd que l'autre. Mais quand on dit légèrement plus lourd que l'autre, c'est un pourcentage à un chiffre, quoi. C'est complètement ridicule. Et donc pour séparer les deux, sachant que l'uranium c'est solide aussi, c'est un process mais hyper compliqué. C'est très compliqué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, de l'uranium enrichi euh, suffisamment pour faire des bombes nucléaires, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que il y a certaines bombes qui sont démantelées, il y en a des nouvelles qui sont fabriquées, mais il y a assez d'uranium enrichi dans les bombes qui sont démantelées pour Mhm. fournir toutes les nouvelles bombes qui sont construites. Et donc, il n'y a pas besoin de nouvelles uranium enrichi. Sauf que c'est un process qui est hyper compliqué, qui est très difficile. Il y a un savoir-faire qui est attaché et tu veux pas perdre ce savoir-faire en fait. Parce que si tu dis on en a pas besoin, ok, on en a pas besoin. Et peut-être dans 50 ans t'en as besoin. Et tu fais quoi? Il y a plus personne qui sait le faire quoi. Parce que tous les gens qui savaient le faire ils sont partis à la retraite. Il y en a la moitié qui sont morts. Qu'est-ce que tu vas faire quoi? C'est hyper compliqué de relancer la machine. Et donc, je sais que les États-Unis le font. Les États-Unis continuent de produire de l'uranium enrichi Pour garder la filiale vivante. pour garder la filière et le savoir-faire euh, vivant. Je sais pas si la France le fait, mais ça me paraîtrait La complètement France le raisonnable fait, de il le me faire. semble, puisque mon grand-père travaillait à la centrale de Marcoule, qui est spécialisée dans l'enrichissement d'uranium à destination militaire, justement. Donc en France, La effectivement... centrale de Marcoule. Ouais, on peut process notre propre uranium et tout. On est un des rares pays Mais qui attendez, qui c'est quoi le sache le rapport faire. avec les tarifs? J'ai perdu, peut-être j'ai phase out. Ouais, alors c'est un exemple encore plus poussé parce que là littéralement on fait tourner une filière qui sert à rien, enfin qui produit un truc pour lequel il y a aucune demande. Mais le tarif c'est une version plus soft de ça. Si tu veux garder une industrie locale qu'elle s'exporte pas, ok. tu vois, tu peux mettre Tu un la rends tarif, ça donne un virtuellement avantage. compétitive, ok. En Voilà. local. Le problème, c'est que Donc, l'avantage... si t'as un besoin stratégique d'avoir cette industrie chez toi, pour n'importe quelle raison, ça a du sens. Mais en dehors de ça, ça a vraiment pas de sens en fait, parce que ce que tu gagnes sur les tarifs en créant des jobs locaux, tu le perds en fait parce que tout est plus cher maintenant. Donc t'as de l'argent, t'as plus d'argent pour acheter des trucs plus chers. Et si tu fais le calcul, en fait, les trucs sont plus chers, plus que l'argent que tu gagnes. Si tu veux, peut-être ils vont être une fois et demie plus chers Donc, et tout. Enfin, imaginons tu vas cet gagner exemple une fois et demi de- l'argent et tout va être deux fois plus cher, quelque chose comme ça. Pardon, excuse-moi. Imaginons cet exemple
on prend des voitures chinoises par exemple, donc qui sont produites moins chères et qui sont franchement, elles ont l'air assez bonnes les voitures en ce moment, les BYD, etc. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Les voitures chinoises, imaginons, elles sont produites moins chères que ce qu'on peut faire aux États-Unis ou en France. Si on se protège de ça et qu'on rajoute 30% de tarifs dessus, histoire de les rendre moins compétitifs dans notre territoire, en local, en France, ça nous permet de rendre artificiellement, par exemple, nos boîtes françaises plus compétitifs, mais que chez nous. C'est-à-dire que Renault ne devient pas plus compétitif pour, j'en sais rien, au Maroc. Tu vois, si au Maroc ils ont le choix. D'ailleurs, nos boîtes vont devenir moins compétitives à l'étranger voilà. Si on fait ça, parce qu'elles doivent importer des composants sur lesquels il y a des tarifs. Mais oui, et d'ailleurs. Donc, tu vois, si Renault fabrique une voiture en France, on met des tarifs sur les trucs importés. Bon, bah, Renault est avantagé par rapport à BYD ou Toyota ou Ford ou d'autres marques étrangères. Donc, c'est bien pour Renault sur le marché français, sauf que Renault, le jour où il veut vendre sa voiture au Maroc, bah ouais, mais peut-être que il y a les bougies ou les sièges chauffants ou le volant ou je sais pas quoi, il y a des pièces dans la voiture qui vont venir d'autres pays, qui vont toutes être plus chères. Donc pour le coup, ta Renault, elle va être beaucoup plus chère que la BYD. Et pas dans la proportion des tarifs, encore pire. Et au Maroc, ta voiture, elle sera pas protégée justement parce que au Maroc, eux, ils auront pas mis forcément les tarifs. Donc du coup, t'as ta voiture que toi t'as produit avec des tarifs versus celle que les Chinois ont produit sans ça. Et d'un coup, en fait, un des problèmes aussi, c'est que on baisse la compétitivité de nos propres entreprises, non ? Il y avait les exemples concrets de Apple aux États-Unis. Mm-hmm. Tu vois, les gens, ils parlaient du fait que Apple allait rapatrier des productions d'iPhone ou des trucs comme ça aux États-Unis. En tout cas, c'était la volonté de certaines personnes derrière les tarifs. Sauf que, mets-toi dans la peau d'Apple. Tu peux mettre ta production, je sais pas, en Chine, au Vietnam, dans un pays comme ça qui a en Malaisie aussi, enfin qui a une capacité d'électronique assez importante. Et ton iPhone, bah, il va être taxé quand tu l'importes aux US, donc il va être plus cher sur le marché US, mais sinon il va être compétitif dans le monde entier. Maintenant, si tu rapatries ton truc aux US, ton iPhone, il va aussi être plus cher aux US parce que c'est plus cher de produire aux US, mais il va être aussi plus cher dans le monde entier. Donc c'est très mauvais. Donc finalement, on se sabote un peu en faisant ça. C'est-à-dire que on donne un avantage compétitif local, mais si on veut vendre ce bien-là après dans le monde, on s'est un peu tiré dans les pieds, quoi. Donc c'est ça qui est trop étonnant avec le retour là de ces droits de douane. Du coup, est-ce que c'était vraiment l'intention de Trump à la base, ou est-ce que tu vois, ça c'est assez intéressant. Quand Trump a monté tous les tarifs, et il a monté ça de façon globale. Ok, il a fait ça aussi bien sur les ennemis comme la Chine que les alliés comme le Canada ou l'Europe. C'est ça qui est assez étrange. Je pense que c'est ça le truc auquel on s'attendait pas. Attends, pardon Tim, mais j'ai l'impression qu'il a fait ça d'une manière très mathématique et mécanique. Il a pris, en gros, je vais sans doute dire des conneries, et auquel cas, Amaury, tu me reprends dans ce que je dis, mais ce qui semble être le cas, c'est que les États-Unis importent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils exportent. Sauf dans la tech. Mais par exemple, je lisais un truc comme quoi, genre, il y a des tarifs sur les bagnoles américaines sur tous les pays asiatiques depuis des années et des années, et ils en ont rien à foutre parce que de toute façon, ils n'en exportent pas. Et donc en fait, les États-Unis se retrouvaient dans une situation où, visiblement, il y a une sorte de déséquilibre entre les exports qu'ils peuvent faire de ce qu'ils produisent et les importations. Ouais. Et donc, je crois qu'il a fait ce ratio. Et il a mis, j'ai vu ça sur Twitter, il a fait un ratio. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, comme ça que ça a été calculé. Alors, déjà, ça, c'était une surprise pour le marché, parce que lui, ce qu'il avait annoncé, c'était des tarifs réciproques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'autre pays met des tarifs sur tes produits, toi, tu vas mettre des tarifs sur leurs produits. Tu vois, si par exemple, moi, je sais pas, la Chine met des tarifs sur les voitures américaines, bah, toi, tu vas mettre des tarifs sur les voitures chinoises. Quand on dit des tarifs réciproques, c'est ce que ça veut dire normalement. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. C'est une des raisons pour lesquelles on a vu les marchés réagir si violemment, parce que pourquoi les gens sur les marchés ils essayent de prédire quel sera l'impact de demain sur certaines mesures, et puis finalement si la mesure s'avère être pas du tout celle qui était prévue, il faut réajuster tous les prix. Voilà. Mais le deuxième truc, c'est que cette histoire de balance, c'est rigolo parce que cette histoire de balance commerciale, il y a
dans certaines théories économiques, il y a des gens qui vont te dire que c'est mal ou quoi machin, mais en fait, c'est extrêmement à l'avantage des Américains. Bah oui. Donc punir ce truc-là, c'est extrêmement stupide parce que Attends, le fait d'importer plus que d'exporter, c'est un avantage? Ouais. Alors, Oui, alors, parce je que dois regarde, je dois les être Américains, ils très achètent mauvais des trucs économiste. à l'étranger avec des dollars. Voilà. Ouais. Ouais. Le Les dollar, dollars il est qu'ils produit à impriment. partir de rien. Tu peux imprimer des dollars. Enfin, tu peux les imprimer ou les émettre. Bon, c'est un peu une façon de dire parce que maintenant c'est pas tellement on passe par la banque Mais attends, centrale du et coup, les leur banques et game, tout. il est complètement cheaté. Mais oui, non, mais ils ont un Oui. avantage mais absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils impriment de l'argent qui leur coûte rien, avec lesquels ils achètent des trucs à l'étranger. Bah Et du attends, coup, moins l'Union cher. européenne, on fait pareil, non? Ouais, bah, sauf sauf que que nous, l'euro est beaucoup moins demandé que le dollar. Ouais, Le l'euro dollar est a pas un étalon, statut vraiment spécial. Enfin, il y a pas de règle qui dit que le dollar doit avoir un statut spécial, mais de facto, le dollar a un peu un c'est statut la spécial réserve. parce que la plupart des contrats internationaux sont dénominés en dollars. Hmm. Et donc, il y a une demande de dollars en dehors des États-Unis qui est beaucoup plus importante que pour n'importe quelle autre monnaie. Hmm. Ce qui permet aux États-Unis d'avoir un déficit absolument gargantuesque depuis des années. Enfin, tu vois, on parle de la dette française ou quoi machin, mais tu regardes le bilan de l'État américain, mais alors c'est sans commune mesure. Les mecs dépensent comme jamais, quoi. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas une hyperinflation comme tu verrais dans des pays d'Amérique du Sud ou quoi, c'est parce qu'il y a une demande de dollars énorme. Ce qui veut dire que si ils résolvent, entre guillemets, le problème de la balance commerciale comme ils veulent, et qu'il y en a autant qui rentrent qu'autant qui sortent, maintenant ils se retrouvent avec plein de dollars sur leur territoire, ça va leur créer une inflation absolument délirante. D'ailleurs, on a vu, hein, quand ils annoncent les tarifs, la valeur du dollar, elle a baissé de quoi, 11-12%, quelque chose comme ça, depuis le début des tarifs. Hein. Ça veut dire que les gens sur les marchés s'attendent à ce que le dollar vaille beaucoup moins à cause de ça. Et puis, Donc là, c'est complètement le game, il est complètement cheaté en faveur des Américains. Mais il y alors, a une pourquoi partie de pourquoi l'électorat tout de foutre en Trump qui s'est persuadé que ils étaient les victimes dans cette histoire-là. Bah, pourquoi le foutre en l'air, je sais pas moi. Pourquoi il y a des pays qui implémentent le communisme ou d'autres trucs comme ça. c'est ça. C'est que Si tu veux, quand t'as un modèle mental de l'économie qui est pété, tu vas te dire bah il faut qu'on fasse ça pour être riche. Et puis quand ça marche pas, bah tu te dis bah c'est parce qu'on l'a pas fait assez, quoi. Mais attends, Mais c'est... Ok, Trump a un advisor, son conseiller en fait, derrière sur l'économie et la finance. C'est un mec qui est en dehors de l'économie mainstream, des écoles économiques mainstream. Et du coup, il a susurré à Trump toutes ces idées-là, j'imagine, et Trump a dû l'écouter. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Musk s'est opposé à ce mec. Et d'ailleurs, l'a publiquement traité de crétin ou je sais plus quoi. c'est en qui ce disant que mec, c'était- tu te souviens de son nom? C'est Peter Navarro. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est lui qui était derrière. C'est pas le seul conseiller économique. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a Bien sûr, Bessent, bien sûr. il y en a 2-3 autres. Mais c'est celui qui est derrière le grand plan sur les tarifs. Ouais. C'est Peter Navarro. Ouais. C'est un mec qui écrit. D'ailleurs, c'est marrant. C'est un mec qui a écrit plusieurs livres là-dessus, dans lesquels il cite un expert qui n'existe pas. Donc, Ok. il a inventé un expert Parfait. de toutes pièces qui a fait des études et tout ça, qui a publié des trucs qui soutiennent toutes ces idées qui n'existent pas. Il n'y a aucune étude, il n'y a rien du tout. Ouais, ah mais ouais, ce mec-là, c'est pas le plus brillant de l'administration Trump. Et quelque C'est part, est-ce que sûr. c'est pas le plus brillant? Parce que le mec, il a rien du tout que du vent et il a fini comme conseiller présidentiel. C'est hallucinant. Mais du coup, Il est pas brillant en économie, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que une balance commerciale, même si elle est déficitaire, ça veut bien dire que tu as un avantage quand même à acheter. Enfin, si tu achètes quelque chose à un autre pays, c'est qu'il te propose quelque chose que tu probablement que moins cher que ce que toi tu peux faire chez toi, ou moins cher que tu peux l'acheter à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, pour moi, avoir une balance commerciale déficitaire, c'est pas forcément grave. Et en plus, comment te dire, il y a des pays forcément. Par exemple, tu auras jamais une balance commerciale positive avec l'Arabie Saoudite, qui va t'exporter du pétrole en masse. Tu vois, toi, t'as pas grand-chose à leur vendre en échange, j'imagine. Bon, encore, c'est pas forcément le pire. Tu regardes par rapport à des pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. Les Américains, ils leur achètent des quantités faramineuses de trucs. Bah, je sais pas, moi, le paysan ou les autos, il va pas acheter un Ford F-150, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas possible. Pour lui, ça représente 10 ans de salaire. Il va jamais le faire, même s'il voulait. C'est juste impossible.
C'est ça, du coup, est-ce que la balance commerciale, moi je comprends qu'on veut que Trump à la limite dise, ok, les États-Unis devraient avoir une balance commerciale plus positive. Je peux comprendre de faire ça de façon plus globale. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il veut ça avec chaque pays. Au lieu de le voir de façon globale et se dire, ok, de façon globale, il faut qu'on équilibre les comptes. C'est vrai que ça serait moins con, mais ça serait toujours con, hein, parce que ça veut dire qu'ils exportent des papiers verts qu'ils peuvent imprimer, quoi. Qui valent rien. Et les gens leur envoient des vrais trucs en échange. Des vrais trucs qui ont de la valeur et qui servent à quelque chose, des ressources, des produits, des services. Donc, enfin, si t'es dans la position de pouvoir faire ça, t'es incroyablement privilégié. Oui, c'est clair. Attends, juste, on peut résumer ce que tu dis à Maurice parce que c'est très contre-intuitif. En gros, tu dis, les États-Unis, ils créent de la dette à mort en faisant tourner la planche à billets. Donc, ils s'endettent énormément pour acheter tout ce qu'ils veulent parce que tout le monde a confiance dans le dollar, globalement, c'est ce que tu dis. Le fait de s'endetter dans ce cadre-là, c'est une très bonne chose. Et le fait Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, mais si tu veux résoudre le problème, il faudrait arrêter de t'endetter. Il faudrait pas essayer de rebalancer la balance commerciale. Et voilà, ce que tu dis, c'est que si tu essaies de faire l'inverse, c'est-à-dire te désendetter et mettre des tarifs partout, tu vas créer de l'inflation, tu vas perdre, tu vas perturber ton. Mais le problème, c'est qu'ils se désendettent pas, en fait. Si tu te désendettais, si tu faisais ça et que tu te désendettais en même temps, ben, ça reviendrait au même, en fait. C'est comme si tu faisais rien, plus ou moins. Enfin, en tout cas, d'un point de vue inflation et tout ça. Après, évidemment, tu n'importerais pas tous ces produits, donc il y aurait une différence. Mais si tu ne changes pas ton endettement et que tu veux résoudre ta balance commerciale, tu vas te retrouver avec une inflation de ouf. Mais faut bien comprendre que ça, c'est très spécifique au dollar. N'importe quel autre pays qui fait ça. De ouf bah parce que si tu résous pas ton émission de dette, qui crée de la nouvelle monnaie, en fait. Quand tu fais de la dette, tu crées de la nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie, à l'heure actuelle, elle part à l'étranger. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas en train de circuler chez toi, si tu veux. Donc ça veut dire que la quantité de dollars que tu as chez toi sur ton marché, elle augmente pas en proportion du nombre de nouveaux dollars que tu émets. Et ça, c'est une chance incroyable que les US ont. Ça veut dire qu'ils peuvent imprimer beaucoup plus que n'importe quel autre pays sans avoir le même effet inflationniste. N'importe quel autre pays qui fait ça se prend de l'hyperinflation dans la tronche instantanément. Mais là, ils vont se foutre dans la merde parce que les gens vont perdre la confiance dans le dollar. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, le dollar a perdu 11-12% de sa valeur, quelque chose comme ça, depuis que ça a commencé. Et ça remonte pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même si le marché... Ça remonte pas. Parce que Trump, entre-temps, du coup, Trump a annoncé, du coup, il revient en arrière sur pas mal de ces mesures-là. Le marché reprend un petit peu tranquillement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, le dollar a pas l'air de remonter. Donc les gens... Non, parce que le problème du dollar... Le problème pour les marchés, c'était quoi ? C'était les boîtes américaines vont produire plein de trucs, ça va maintenant être plus cher de le produire, elles vont en vendre moins. Du coup, tu vois, l'économie va pas être aussi florissante qu'avant. Donc, le prix des actions baisse. Ça, c'est normal. La raison pour laquelle le dollar baisse, c'est une perte de confiance. Du coup... C'est parce que les règles changent tout le temps, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, on est prudent, on investit plutôt dans autre chose que ça. Ouais, et puis sans compter, par exemple, l'Europe, du coup, se rend compte que les US sont un partenaire de moins en moins fiable, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan économique, mais les alliés historiques aussi, comme le Canada, qui se font aussi agresser par les États-Unis ces derniers temps. C'est assez fou, les US sont en train de s'isoler un petit peu sur la scène internationale. Alors, c'est peut-être le seul pays qui peut se permettre d'être aussi agressif, vu leur prévalence dans le monde et puis leur monnaie, etc. Mais est-ce que ce joker-là qu'a joué Trump, est-ce qu'il s'est pas un peu grillé ? Est-ce que ça a marché son truc ou pas ? Parce que est-ce qu'il a réussi en fait avec son bras de fer à avoir ce qu'il voulait ? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça a marché ? Parce qu'ils annonçaient des objectifs complètement différents en fonction de qui tu demandes. Donc sans savoir quels étaient vraiment les objectifs, c'est dur de savoir si ça a marché. Mais en tout cas, objectivement, je pense pas que ça a été bénéfique aux États-Unis. Alors quelles sont les différentes théories, explications que les gens ont eues sur ce mouvement-là ? Enfin, moi j'ai une idée perso un peu bizarre, mais
Je me Alors, il y en demande a eu si. plusieurs. Il y en a tout Vas-y. simplement qui disaient les tarifs c'est super en fait. Donc on va mettre des tarifs, on va les laisser et puis ça va nous permettre de rapatrier plein d'industries chez nous qui étaient parties à l'étranger Ouais. et ça va être super. Bon, ça c'est une théorie. Il y a beaucoup de gens qui y croient, mais il y a rien de solide en économie. Si tu regardes Ouais, ça d'un point de vue économique, ça ne marche pas. Mais il y a plein de théories économiques dans lesquelles les gens croient. Donc ça Ouais, ouais. c'est une théorie assez populaire. Maintenant, il y a deux autres, je dirais, deux autres idées que les gens ont considéré pas mal. C'est, il fait ça pour forcer les autres pays à réagir, en fait. C'est une situation qui est pas tenable, en fait. Il fait exprès de créer une situation extrême. Ça force tout le monde à la table de négociation et on peut renégocier les tarifs quand il y avait d'autres pays qui avaient des tarifs sur les biens US, par exemple, et on décide de mettre à 0 de chaque côté ou quelque chose comme Ouais. ça. Donc Ça, c'est pas mal. un moyen de levier. Alors ça, c'est pas mal, mais je pense que si tu fais ça en le faisant avec tous les pays en même temps, en fait, tu crées énormément de stress économique dans ton pays. Tu crées pas autant de stress économique dans l'autre pays, parce que l'autre pays, lui, ça impacte que ses exportations vers les US, mais ça impacte pas ses exportations vers les autres pays. Et donc, si toi, tu le fais tout en même temps, t'impactes 100% de ton économie et Tu t'isoles. un pourcentage ouais. plus petit des autres pays. Donc ça veut dire que la montre, elle joue pas en ta faveur, quoi. Plus le temps passe et plus toi t'as mal. Alors c'est vrai pour les autres aussi, sauf que beaucoup moins. Et donc, donc ça te met pas à l'avantage dans les négociations. Alors que tu ferais ça sur quelques pays ciblés, comme t'es les États-Unis, t'es plus costaud, donc tu peux tenir plus longtemps si tu veux. Donc tu ferais ça avec quelques pays, tu les forcerais à la table de négociation. Tu peux faire ça avec d'autres pays après, ou juste tu vois, t'en servir comme exemple, on a fait ça la dernière fois, peut-être qu'on pourrait parler qu'il n'y en a pas besoin d'en venir à des mesures comme ça. Mais le faire ça a avec marché, tous en même non, temps, sur c'est certains pas pays. dans l'intérêt des États-Unis pour la négociation. Les pays de l'Amérique centrale ou Amérique du Sud, ils se sont pliés un peu aux exigences, non? Je sais que l'Argentine a négocié un traité avec 0 tarif extrêmement rapidement. Parce que c'est Milei et que ça... les autres pays, je sais C'est pas la famille. trop. Voilà, c'est la famille. Les autres pays, je sais pas Yes. trop. Je t'avoue, c'est assez difficile de suivre. Il y a tellement de trucs. Mais aussi, oui, c'est vrai. Le deuxième truc, c'est que tu te retrouves à devoir négocier avec 200 pays différents dans le monde en même temps, en une semaine. Enfin, c'est impossible, quoi. Donc, Et puis, est-ce que... il y a des gens tous qui les ont dit pays- ça, mais moi, si c'était ça le but, pour moi, ça a été très mal exécuté. Mais est-ce que selon toi aussi, tout le monde va pas se dire à un moment... Enfin, c'était un coup de bluff, et finalement... qu'est-ce qui lui reste comme leverage, tu vois, si... Parce que si tout le monde voit bien que c'était du bluff, et que finalement tout ça c'était juste pour faire peur, et pour remettre tout le monde à la table, qu'est-ce qui empêche à tout le monde de se barrer de la table et dire en fait, démerdez-vous. Exactement. C'est pour ça que je pense que ça serait beaucoup plus malin de faire ça avec quelques pays. Tu négocies avec ces pays-là, tu vois, tu mets les tarifs sur ces pays, ça crée un peu de stress, ça les met à la table, tu négocies un truc, et puis après tu peux aller voir les autres pays, on fait la même chose, nous on parle directement. Tu vois, alors que si tu le fais avec tout le monde en même temps, tu te retrouves dans une position où t'es en train de saigner comme un ouf, quoi. Et maintenant, tu dois trouver un deal absolument tout de suite. Et du coup, l'autre, il dit pas enfin, tu vois, la négociation, elle se fait pas en ta faveur si t'es en train de te vider de ton sang. Parce que c'est clairement la méthode Trump, c'est d'utiliser cette espèce de brutalité, tu vois. Même je me souviens à l'époque avec Kim Jong-un, je sais plus, pardon. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, mais le faire comme ça sur les tarifs, pour moi, ça a aucun sens. C'est ça, c'est que je comprends des fois de faire regarde, peur tu au fais ça monde. avec Kim Jong-un, c'est très bien, mais s'il avait fait ça avec tous les, tu vois, chefs Avec des d'État alliés. dans le monde en même temps, y compris les alliés et les ennemis, tous en même temps, C'est ça qui est étonnant. ça aurait été le chaos total et ça lui aurait pas rapporté grand-chose. Mais le fait de faire ça sur Kim Jong-un spécifiquement, ça lui a permis d'aller quelque part. Est-ce que c'est pas un moyen de noyer le poisson et en fait de taper la Chine avec des tarifs énormes sans montrer que les US visent que la Chine? Attends, parce que ouais, mais non, mais ça c'est impossible, parce que la Chine, elle fait quoi? 15% de ses exports vers les US, quelque chose comme ça. C'est pas énorme pour la Chine. Donc toi, tu déglingues 100% de ton économie pour déglinguer 15% de l'économie de la Chine, tu vois. Mais là, ils ont mis des tarifs à 100% dans la gueule de la Chine. Ouais, mais la Chine a fait 120 pareil, même, je sais 104, je crois. Voilà, donc, les deux se mettent dans... Ils sont dans la merde parce que ils ont pas d'industrie, les US, c'est comme l'Europe.
Il y a plus d'industrie. Ouais, ils en ont un peu, mais oui, c'est comme l'Europe, ils en ont plus beaucoup. Ils en ont un peu, mais attends. À côté des Chinois, c'est rien du tout. Ouais, un livreur UPS, c'est payé 100 000 $ par an. Non, mais bien sûr, mais justement, les Chinois, ils vont pas à la table. Ils font rien du tout, là, les Chinois, justement. Ouais. Ils font là, bah écoute, nous on met un tarif aussi, vas-y, maintenant on te regarde, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mais je crois même qu'ils ont dit, de toute façon, la Chine existait bien avant les États-Unis, on peut vivre sans eux, nous, ça, on a déjà des milliers d'années d'histoire. L'argument. Non, mais ils disent ils sont là depuis 4000 ans et que du coup, ils ont pas besoin des US. Mais si tu veux, ils ont raison, parce que là, ce qui se passe, c'est mauvais pour les Chinois, mais c'est mauvais pour environ 15% de l'économie chinoise. Alors que c'est mauvais pour 100% de l'économie américaine. C'est ça. Donc, les mecs, ils peuvent s'asseoir et attendre, du moment qu'ils ont assez de gras, si tu veux, assez de richesse pour tenir dans la durée, bah, ils savent que les États-Unis, ils vont devoir plier à un moment, quoi. Ils ont qu'à attendre et regarder. D'ailleurs, il faudra qu'on mette ce graphe à l'écran, mais il y a une map, tu sais, qui montre, il me semble, il y a 20 ans ou 30 ans, la balance commerciale mondiale, enfin, qui est le partenaire principal pour chaque pays. Et tu vois que dans le monde, il y a 30 ans, à peu près tous les pays du monde, leur partenaire principal, c'était les États-Unis. Maintenant, c'est la Chine. Voilà, et que quasiment tout a basculé vers la Chine entre-temps, et que les États-Unis, tu vois clairement qu'ils ont perdu énormément d'importance, en fait, maintenant, dans le mix mondial, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le partenaire de trade principal pour la plupart des pays, c'est la Chine. Et d'ailleurs, même l'Europe a bouffé du territoire aussi. Donc si on enlève la Chine, par exemple, de ça, et qu'on compare quand même, et ben l'Europe a bouffé vachement plus aussi, exporte vachement plus qu'à l'époque par rapport aux États-Unis. Et ça c'est intéressant, c'est un truc contre-intuitif, je pensais pas. Mais les US, en gros les US se sont vraiment bien. Les US exportent rien en fait. Enfin voilà, si ils exportent des nouvelles technologies beaucoup, mais en dehors de ça ils exportent rien quoi. Ouais. Et alors attendez, parce que du coup là depuis tout à l'heure. Alors oui, on avait deux théories. Donc la deuxième, la deuxième, c'est que l'État américain est très endetté. Ça c'est pas une nouveauté. À côté de la France ou tu vois genre certains pays d'Europe où on dit oh là là c'est chaud, l'Italie, l'Espagne, tout ça, la Grèce. Les États-Unis c'est bien pire. Enfin t'ajoutes un zéro quoi. C'est absolument terrible. Enfin, t'ajoutes même plus qu'un zéro. Tu veux dire rapporté aux habitants. Enfin, c'est. Ah ouais, même rapporté à la richesse du pays. Enfin, la dette américaine est complètement démentielle. Le chiffre de ce que je vois, il est de 36 trillions. Trilliards en français, je crois. Donc effectivement, ouais, le chiffre est assez 36 000 milliards, quoi. Ouais. Non, le chiffre, il est complètement délirant, même rapporté à la richesse du pays ou qui est plus importante que, disons, la France. Donc ça fait une dette équivalente à 106 000 $ par personne, par Américain. Ouais, c'est énorme. Et elle grandit à une vitesse aussi qui est assez impressionnant, je crois, de 2000 milliards par an, un truc comme ça, de trous, quoi. Donc nous, on dit qu'on a un déficit, tu vois, de 50 milliards ou quoi, on est là, oh là là, et tout, mais eux, ils font 2000 milliards par an, quoi. On peut vendre Versailles à Maury. Ils l'ont dit dans la BD, là. On vend Versailles et Notre-Dame. Et après, on n'a plus rien, quoi. Et on n'a plus de problème. Tu vois ? Après, on n'a plus rien. Mais donc voilà, donc eux ils font ça mais à une échelle qui est sans commune mesure. Et donc ils doivent refinancer leur dette régulièrement et ils payent des taux d'intérêt dessus. Et là, enfin, si vous savez, les quelques dernières années, les taux ils ont plutôt monté quoi. C'est-à-dire que de 2010 à 2020, les taux étaient très très bas. Tu pouvais emprunter à 1% ou des choses très très basses comme ça. Et maintenant, on est plus à 4-5% quoi, pour les États, même pour les États. Donc, le coût de la dette, il augmente énormément parce que tous les ans, il y a souvent le gouvernement, il émet des dettes courte durée puis des dettes plus longue durée. Donc, tu vas avoir des dettes sur 10 ans ou des choses comme ça. Donc, celles sur 10 ans, elles ont été contractées, tu vois, dans cette période où les taux d'intérêt étaient hyper faibles. Et là, il y en a qui arrivent à échéance chaque année, et donc elles doivent être refinancées par un nouveau canton de dette, mais qui lui est au taux actuel, donc qui coûte 5 fois plus cher. Et donc une théorie, c'était Trump fait exprès de faire tanker le marché action. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, le marché action et le marché des obligations, ils bougent dans le sens inverse. Alors les obligations, c'est quoi ? C'est la contrepartie d'une dette. C'est-à-dire que si toi, t'empruntes de l'argent à ta banque, donc toi, tu as une créance de dette envers ta banque, tu dois de l'argent à la banque. La banque, elle
elle a ce qu'on appelle une obligation. Donc c'est un contrat qui dit que toi, tu es obligé de lui donner de l'argent avec un certain taux d'intérêt ou quoi machin. C'est ça. La finance aime bien utiliser des mots compliqués pour plein de trucs ou contre-intuitifs, mais c'est juste ça. Une obligation, c'est quand toi, tu prêtes de l'argent en fait. Donc le marché obligation, peut y avoir des obligations d'État. Par exemple, quand l'État il est en dette, il vend des obligations à des gens qui lui donnent de l'argent et en contrepartie, les gens ils ont une obligation où ils reçoivent de l'argent régulièrement de l'État, un pourcentage de taux d'intérêt. Typiquement, ce marché obligation, quand les actions baissent, les obligations montent. Pourquoi ? Parce que les gens sont là, oh là là, le marché action c'est risqué, je vais pas investir dans le marché action, je vais plutôt investir dans le marché obligation. Donc tu as un effet de vase communicant. Là, comme tu as la perte de confiance avec le dollar en même temps, parce que les actions du gouvernement US semblent erratiques et aussi les actions sont contre la balance commerciale, ce qui va créer une dévaluation du dollar avec l'inflation, on a déjà parlé, si ton dollar il est plus exporté à l'étranger mais il reste sur le marché local, ça va diminuer la valeur des dollars. Donc les gens veulent pas acheter les obligations en dollars non plus. Donc là, il y a les deux qui baissent en même temps. Donc si c'était ça le plan, c'est raté. Parce que alors c'est vraiment les obligations, il y a des phénomènes qui sont un peu contre-intuitifs, mais quand le prix des obligations baisse, le taux d'intérêt augmente en rapport avec l'obligation. Tu vois, si ton obligation elle vaut 100 et qu'elle te rapporte 5% par an. Donc 5% par an de 100, ça fait $5 par an. Donc toi, tu as ton obligation, peut-être elle dure 10 ans, et tous les ans, le gouvernement te verse $5, et au bout de 10 ans, ils te rendent les $100. Si le prix de l'obligation, elle baisse à $50, alors évidemment, je prends un exemple hyper extrême pour illustrer le propos, hein. En pratique, ça baisse pas d'autant, mais supposons qu'elle baisse à $50, donc elle valait 100, maintenant elle vaut 50. Le gouvernement, dans le contrat, il doit toujours te payer 5% par an. Ça veut dire que maintenant, ton taux d'intérêt sur ton obligation, il est de 10%. Il est de 10% pour l'État. Pour toi, au final, c'est un peu la même chose. C'est pareil, parce que toi, t'as une obligation qui vaut $50. Et tu touches $5 tous les ans. Oui, donc toi, si tu... Oui, mais toi, tu as bien investi $100. Tu les as bien... en tout cas, le premier mec qui a acheté l'obligation au début, il a dépensé $100. C'est pas forcément toi, tu l'as peut-être racheté à quelqu'un. Tu as un marché d'obligations comme tu as un marché d'actions. Tu peux racheter des obligations à d'autres gens et tout. Mais bon, de facto, par rapport à la valeur de l'obligation, maintenant, tu touches 10%. Et ça veut dire que si aujourd'hui, tu as des gens qui ont des obligations qui touchent 10%, ils peuvent acheter ça sur le marché aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils iraient acheter ta nouvelle obligation que toi t'aimais à 5%? Ils vont jamais te l'acheter, tu vois. Si toi t'aimais une nouvelle obligation pour lever de la dette à 5%, ils vont jamais te l'acheter. Ils vont racheter celles qui sont déjà Ils vont plutôt racheter celles qui sont déjà sur le marché dont le prix a baissé, qui de facto, du coup, te verse 10%. Donc toi, quand t'aimais des nouvelles obligations alors que le prix des obligations existantes a baissé, t'es obligé de mettre un taux d'intérêt plus élevé dessus. Mais donc du coup, attends, si on résume, là, il y a c'est hyper mauvais, bonne raison d'avoir fait... C'est hyper mauvais pour la dette aussi, du coup. Ok. Parce que la théorie disait, en tout cas, il y a certains gens qui disent que c'était ça l'idée, c'est que si tu craches le marché action, le marché obligation va monter. Si le marché obligation monte, de facto, le taux d'intérêt des obligations descend. Et donc, le gouvernement US peut refinancer sa dette à un taux plus faible. Ouais, il y a des gens qui disaient que c'était ça le master plan. Et si c'était ça le master plan, eh bien, ça n'a pas marché du tout. Parce que les gens se sont dit, oh là là, ça va créer de l'inflation dans le dollar. Donc, non seulement j'achète pas les actions, mais j'achète pas des obligations en dollars non plus. Du coup, le taux des obligations a aussi monté. Donc, c'est mauvais sur tous les plans. Ouais, il a essayé de faire un coup de génie du genre que je sais pas si c'était le plan, mais en tout cas, c'était ce que certaines personnes disaient que le plan était. Ok, intéressant. Donc faire cracher le dollar pour refinancer sa dette. Non, pas faire cracher le dollar, faire cracher le marché action. Faire cracher les actions. Excuse-moi. Pour que par ailleurs le marché obligation semble plus attractif. C'est ça. Pour refinancer la dette. Parlons-en du marché action, parce que je voulais qu'on parle aussi un petit peu de l'impact réel sur les gens comme nous en fait et les gens qui traitent des actions et les entreprises américaines et européennes. C'est quoi finalement? Qu'est-ce que ça a provoqué? Parce que on l'a vu, les marchés ils ont pris quoi? Moins 30%. Le S&P 500, marché US. Mais après moi j'avoue que j'ai pas suivi tout.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu voilà de vraiment l'impact de tout ça et est-ce que c'est si dramatique que ça parce que j'entends des trucs en mode oui ça y est on est à l'aube de la grande récession voilà, bon ça m'a l'air Alors il faut voir déjà il y a un parallèle historique. Une des raisons pour lesquelles les gens disent ça, c'est qu'il y a un parallèle historique. Il y a la Grande Dépression aux États-Unis dans la fin des années 20, début des années 30. Donc il y a eu parce qu'on sera en 2020-2030 donc c'est le cycle c'est ça? Non, c'est pas pour ça. Okay. Tu vas comprendre. Dis-moi. Donc à l'époque, il y a eu un crash boursier, tu sais, le fameux crash de 1929 et tout. Enfin, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais en tout cas, c'est connu. Oui. C'est un gros crash boursier historique. Blood in the street, tout ça. Et suite à ça, une des mesures du gouvernement américain, ça a été justement de mettre des tarifs très importants de l'ordre que Trump a mis. Enfin, en tout cas, a dit vouloir mettre. Puisqu'au final, il a changé d'avis, mais bon, c'était le plan à la base. Et donc l'idée à l'époque, c'était justement, ça va rapatrier plein d'industries aux États-Unis, ça va relancer l'économie américaine après ce crash boursier, ça va être génial. Sauf que ça n'a pas du tout marché, ça a causé la crise de durer 10 ans au lieu de... tu vois, genre, le crash de 29, l'économie aurait récupéré dans les années, mais à cause de ces tarifs, ça a duré encore plus longtemps. Donc c'était une catastrophe totale et du coup un truc qui se dit aux États-Unis, c'est que justement les tarifs, on essaye une fois tous les 100 ans parce qu'il faut que les gens qui l'aient eu la première fois meurent. Faut qu'il y en ait suffisamment qui meurent pour que les gens d'après puissent commencer à avoir l'idée qu'en fait peut-être que c'est une bonne idée quoi, parce que ceux qui l'ont vu en action savent que non. En tout cas, du coup le parallèle avec 1929 et Trump qui met des gros tarifs et la bourse qui crache est assez important et réalistiquement on aurait vu quelque chose de catastrophique de l'échelle de 2008 peut-être ou quelque chose comme ça si Trump n'avait pas fait machine arrière en fait sur ces tarifs. Ça c'est intéressant parce que même s'il y a eu machine arrière je pense que beaucoup de gens font cette erreur mathématique, je l'ai vu sur Twitter, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et c'est assez étonnant, c'est que quand on baisse de 30% et si on remonte de 30%, on retourne pas. Non. Qu'on était avant. Non. Quand on baisse de 30%, il faut remonter de 50%, presque, enfin un peu moins. Bah, regarde, si on fait le calcul, on avait 100, tu baisses on va dire de un tiers, quoi, donc 33%. Ouais. C'est plus facile à calculer. Ouais. Donc t'as 66. Ok. Maintenant, si tu remontes d'un tiers, un tiers de 66, c'est quoi? C'est 22. Donc ça te fait 66 plus 22, 88. Donc si tu fais moins 33% plus 33%, tu pars de 100 mais t'as que 88 à la fin. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. On a vu ces derniers jours comme Trump a annulé ses mesures, le marché est remonté, mais on est quand même on n'est pas là où on était en février quoi. On est loin de là. Mais ça me fait penser à un truc, alors sans doute une théorie complotiste très idiote de ma part, mais est-ce que ce serait pas le plus gros délit d'initié qui ait jamais existé? En gros, est-ce que moi je pense que oui. Ok. Parce qu'il y a bien des gens dans l'administration qui devaient le savoir en avance des annonces. Et l'argent à faire, il était tellement énorme qu'il y a forcément quelqu'un qui en a profité. C'est obligé quoi. Mais d'ailleurs, Trump a annoncé sur son réseau Truth Social, il avait fait un post juste avant. Il avait dit c'est un super moment pour acheter. Il a fait ça 4 heures avant de remettre, d'annuler les tarifs. Enfin, il a pas complètement annulé d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas retourné là où on était avant. Ouais. Et je connais des gens du coup qui ont tradé 3 heures avant l'annonce suite à ce post et qui du coup ont fait une plus-value de fou en quelques heures quoi. Donc c'est assez bizarre ce qui se passe en ce moment. On est dans un monde quand même où une seule personne peut faire 30% dans la gueule de l'économie mondiale, enfin pas mondiale pardon, mais en tout cas américaine. Mais que lui, tu veux dire. Enfin, c'est pas oui, je trouve ça fou quand même de voir le pouvoir d'une seule personne. Enfin, c'est un peu flippant quelque part de voir à quel point l'économie mondiale dépend à ce point des décisions d'une seule personne quoi. Bah c'est parce que le dollar, comme on disait, le dollar c'est la monnaie de réserve en fait de facto. Et donc le monde entier utilise le dollar en fait. C'est pas vrai, pas toutes, mais la plupart des transactions internationales entre des pays qui utilisent différentes monnaies va se faire en dollars.
Hmm. Et du coup, est-ce que là, dans tout ce merdier, les entreprises européennes, françaises, elles ont tiré un peu leur épingle du jeu? Ou est-ce que... Bah, je sais qu'on a des top entreprises, hein. Ça dépend Genre, des j'entends... secteurs, mais oui, il y en a quand même certaines qui ont bien. Enfin, déjà tout ce qui est défense européenne, Voilà. ça a Ouais, énormément monté ces dernières semaines. Parce que là, bah c'est la perte de confiance régalade. dans les US. Ah ouais ouais, si tu regardes Rheinmetall, Ouais. Dassault, Thales, mince comment c'est Safran, tout le ça. truc d'aviation italien. Mm. Ah le nom m'échappe, mais toutes les grosses boîtes de défense européennes ont énormément monté par exemple. Mm, mm. Ah, Et parce que plein de pays, en fait, vont se rendre généralement compte c'est que ouais. leur armée, tu peux plus avoir des F-35 ou du matos américain, parce que clairement, on sait pas si ça sera encore des alliés dans 30 ans. En tout cas, il faut qu'on Bah, se surtout décorrèle au que cas où, quoi. si tu veux te servir de TF-35, il faut que tu aies l'aval du Pentagone, je crois. Ou en tout cas, pour certaines missions, certains types de On missiles que tu sait, veux c'est pas, lancer, on n'est ça a pas l'air certain de ça, mais relativement contraignant. on n'est pas certain, mais c'est possible qu'ils aient un kill switch, effectivement, sur les F-35, mais on n'est En pas tout cas, certain de ça. Non, c'est mais pas tant qu'ils aient un kill switch, mais ils ont te filent plus les pièces. déjà, ils te filent Ouais. plus les pièces, c'est toujours une option. Ils ont aussi un service sur lequel il faut se connecter pour la maintenance Mm. tous les, je sais plus, un mois ou un mois et demi ou quelque chose comme ça. Donc, si t'es déconnecté, tu peux utiliser ton avion pendant un mois et demi, mais bon, après, Mm. voilà. Et apparemment, les Israéliens auraient eu un système alternatif, mais il y a aucun autre pays qui a accès à Ouais. ce truc-là, quoi. Mm. Donc les Israéliens, a priori, pourraient toujours utiliser leurs avions, mais les autres pays, non. Et bon, quand l'autre pays se met à pas être un allié qui est fiable, est-ce que tu veux ça pour ta défense, quoi. Alors, Ah, du c'est coup, Leonardo, la boîte italienne. moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu plein de gens qui disaient De Gaulle avait raison. C'est-à-dire que de Gaulle a toujours, s'est toujours battu pour l'indépendance de la France, Ouais. l'indépendance énergétique, militaire, monétaire, etc. de la France. Et finalement, ouais, 60 ans après, on se rend compte qu'il avait peut-être raison. Finalement, nous, la France, on possède nos propres sous-marins, nos propres porte-avions, nos propres avions, nos propres trinités nucléaires, on fait nos propres bombes. Enfin, en fait, on a tout on a tout. Alors, à Tous échelle les trucs importants. échantillonnaire, Ouais. ouais, on n'a pas tout en masse, mais on sait tout faire à niveau top mondial, quoi. Et nos rafales n'ont pas à rougir. Mais c'est aussi un des face à- problèmes pour lesquels c'est marrant, parce que ça revient un peu dans l'idée des tarifs, mais c'est aussi pour ça qu'on a du mal à les vendre. Parce que nous, on n'achète pas les trucs des autres, puisqu'on Mm. les a. C'est vrai. Tu vois, on n'achète pas des avions chez Leonardo en Italie, on n'achète pas des lance-missiles chez Rheinmetall ou des tanks chez Rheinmetall, Ouais. parce qu'on a nos trucs locaux. Mais du coup, les Parce Allemands, ils qu'on se a, disent, mais attends, parce vous qu'on nous sait achetez tout faire, rien. on a Donc, tout inventé. ouais, on n'a pas tout inventé, mais il y a eu une politique française depuis longtemps Mm. d'être indépendant sur ces trucs-là. Mm. Mais Bah, du coup, ça après, paye. nous, notre balance Là, en ce moment, commerciale, elle est... ouais. Genre, tu vois, le Rafale, Alors, je je sais sais que même pas, en plus, la balance commerciale de la France, je l'ai pas en tête, là, donc j'ai pas envie de dire de conneries. je sais que le Rafale, pendant très longtemps, on n'arrivait pas à le vendre. Pendant longtemps, ça a été la risée. On disait, c'est quoi ce projet? Impossible à vendre. Et ces derniers temps, justement, on voit enfin des commandes. Notamment, on a vu Modi, là, qui était invité au salon de l'IA à Paris, le président. Enfin, Bah le d'ailleurs, Premier tu sais, ministre. c'est marrant parce que bon, moi, je me suis pas positionné dessus parce que j'avais pas les liquidités pour le faire, mais Dassault, Bah, Dassault, il la fallait. valorisation de Dassault, Hmm. essentiellement valorisait toute la filiale aviation proche de zéro, quoi. La Ah bourse, bon? en tout cas, valorisait toute cette branche. Bah parce que tu sais, tu vois les différentes branches, tu peux estimer le D'accord. prix et tu fais la somme de tout, tu vois le market cap de l'entreprise et tu te dis, bah voilà, la bourse, en fait, ne valorise pas du tout la branche Dassault Aviation. Là, ils vendent des Rafales partout, Bah là, du coup, en dans fait, tous les pays. non, parce qu'ils y peuvent pas en produire assez. Ah, Hmm. ok. C'est un autre Ils sont problème. passés d'un problème où ils en vendaient pas beaucoup à un problème où ils savent pas en fabriquer assez pour. Hmm, hmm. Parce que bah, c'est hyper Ok. compliqué à fabriquer un Rafale. Hein. Il y a énormément de pièces. Et donc c'est pas un truc où tu peux Ça dire se fait bah au non, compte-gouttes, maintenant on en ouais. produit 5 fois plus du jour au lendemain, c'est impossible. Ouais, On c'est va faire ça. artisanal. Enfin. Et Alright. du coup, je regarde. Tim, vas-y. Je regarde un petit peu la balance commerciale justement pour voir effectivement, et de ce que je vois, c'est que la France effectivement est un mauvais élève en Europe. Donc évidemment le meilleur élève c'est l'Allemagne. L'Allemagne, Pays-Bas, Italie, tout ça ont des forts excédents dans leur balance commerciale. Nous, la France, c'est l'inverse. On a plutôt un déficit commercial, donc on Ouais, mais importe. pourquoi c'est forcément mauvais élève? Moi, je sais pas. L'idée qu'il faille que la balance commerciale, ça soit zéro, c'est quand même un peu bizarre. Ceci dit, la France peut pas se permettre de faire ce que les USA font.
Non, clairement, ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne, ils vendent des voitures dans le monde entier. Voilà, enfin, l'Italie en ce moment son économie est en train de bien se porter, ils exportent énormément, donc ça se passe bien. Nous en France, apparemment, là, en ce moment, c'est plutôt en berne. Alors après, il faudra avoir 2024, 2025, là j'ai que les stats d'il y a 3-4 ans, donc pas facile à voir, mais... Ah non, remarque, là j'ai 2024. 2024, on a un déficit de quasiment 6 milliards, alors que l'Allemagne exporte 22 milliards, les Pays-Bas exportent 11 milliards, l'Italie exporte 6 milliards. Donc, enfin, pardon, pas n'exporte, mais un excédent de 6 milliards. Donc, ouais, on Mais est comme l'a plutôt... dit Amaury, c'est parce qu'aussi il y a plein de trucs qu'on produit nous-mêmes et que donc du coup, enfin non, en fait je dis une bêtise parce que si on produit plein de trucs nous-mêmes, on devrait les exporter aussi. Ouais, non, on n'exporte pas tant que ça, ouais. Ah ouais. Enfin, on a beaucoup de taxes en Ok. France, donc ça revient cher de faire quoi que ce soit en France. C'est hein, J'ai donc remarqué c'est ça. difficile d'exporter Je l'ai derrière. remarqué, ouais. J'ai remarqué qu'on avait, En fait, c'est le plus on gros exporte taux quoi? On a d'imposition du l'industrie, monde. on a l'industrie du luxe, on a tout ce qui est spiritueux, on a de la bouffe, on a des choses comme ça. Mais effectivement, ouais, je C'est sais un peu pas des voitures vraiment. quand même, on l'exporte pas vraiment aux US, mais si tu vas partout Mm. en Europe, tu vas avoir des Renault, des Peugeot, des Citroën, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Michelin. Et si on revient un peu sur les tarifs, qui était quand même le sujet, le thème de base de l'épisode, il y a un truc, je crois, on n'a pas trop abordé, mais c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe entre Trump et Musk, parce que là, j'ai un petit gut feeling qu'ils vont pas trop s'entendre très bien, quoi. Ouais, bah alors après, tu sais, je connais ni l'un ni l'autre, hein, donc j'ai les mêmes informations que toi, mais Musk, il a pas l'air fan de toute cette histoire des tarifs. Donc comme je sais pas si on en a déjà parlé ou pas, mais le conseiller de Trump qui est derrière cette super stratégie des tarifs, c'est Peter Navarro. C'est ça. Musk s'en est vraiment pris à lui en disant que c'était un attardé, qu'il était complètement incompétent et qu'il avait rien à foutre ici, quoi. Trump surtout que était c'est aussi pas là, je sais pas si t'as remarqué, mais le grand jour de l'annonce géniale de Trump des tarifs ou quoi machin, pas Trump, enfin Musk, il n'était pas là, hein. Oui, oui. Donc il brillait par son absence quand même, parce que dans tous les autres trucs avant, il était tout le temps, dans les parages. Là, il était Ouais, pas là. ça a arrêté de tweeter pendant quelques jours, c'était assez étonnant. Ouais, je D'ailleurs, un des je seuls pense trucs. il s'est pas opposé trop frontalement, mais il a pas l'air du tout content de cette Non, histoire. non. Et c'est pas très étonnant parce que lui, il a Tesla quand même. Tesla, c'est un marchand de voitures, donc il réalise très bien à quel point il y a des milliers de composants dans une voiture qui viennent de partout. Et si tout le monde, d'ailleurs pas que les US, mais si tout le monde commence à mettre des tarifs, la voiture elle va tripler de prix, hein. Et pourtant, Tesla est une des marques qui a le plus d'intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils produisent quasiment tous leurs composants eux-mêmes, ils ont très peu de fournisseurs, donc ils seraient moins impactés, disons, que Ford ou des concurrents, donc c'est Ouais, assez bien sûr, intéressant. mais regarde les puces électroniques, ils vont pas les faire, quoi. Donc ils viennent d'où? De Taïwan ou de Corée, Ouais. chez Samsung ou TSMC. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors Les les matériaux semi-conducteurs, pour faire les batteries, ils vont venir voilà, ouais, surtout les beaucoup de batteries, Chine, ouais. par exemple, puisque le cobalt, il va venir d'Afrique, hein, Mm, mm. beaucoup. Enfin, il y a tellement de choses dans une voiture. C'est un produit tellement complexe, une Et voiture. c'est ça qui est étonnant, on impossible est dans de une tout faire économie localement. tellement intégrée en fait, on a tellement tous besoin les uns des autres, il y a des pays qui se spécialisent pour certains minerais, pour certaines ressources, certaines bouffes, certaines choses, enfin chaque pays C'est ça, échange. je pense qu'il y a un truc que beaucoup de gens ratent dans ce débat, surtout les Américains. Ils ont l'impression que le truc se fait à l'étranger, parce que tu peux exploiter des gens en les payant 1 euro de l'heure Mm. à faire un truc que personne veut faire, quoi. Et c'est vrai dans certains cas, hein, ça existe. Mais c'est loin d'être que ça, parce qu'aujourd'hui la Chine, c'était vrai en Chine par exemple il y a 20 ans, mais aujourd'hui la Chine c'est plus ça, quoi. C'est plus des millions de Chinois qui visent des trucs tout petits à la main. Tu vois, Bien sûr, bien la sûr. Chine c'est un pays développé maintenant, Bien sûr. et ça ils font ça avec des machines et des savoir-faire. Mais Ouais, ouais. tous les machines, les usines, les trucs comme ça, bah ils sont en Chine. Tu peux pas décider du jour au lendemain de faire ça aux États-Unis, quoi, parce que déjà, bah, faudrait construire toutes les usines aux États-Unis, mais comment tu les construis en fait? Parce qu'il y a personne qui sait construire des usines comme ça aux États-Unis. Les Chinois, ils savent faire ça, ça fait 20 ans qu'ils le font, mais il y a personne qui sait faire ça aux États-Unis. Ouais. Et puis Donc- ils ont un écosystème qu'on n'a pas. Ils Donc ont voilà, et puis Shenzhen, après, ils il ont faut tout ça. embaucher des gens pour travailler dans ces Ouais. usines. Donc il faut des gens qui aient la formation, le savoir-faire et tout machin pour travailler dans ce type d'environnement, tu vois. Et donc ça va prendre des années, littéralement. Si tu voulais tout rapatrier
Ça prendrait des années de le faire. Tu peux pas dire on met des tarifs la semaine prochaine et puis on voit ce qui se passe, quoi. Parce que là, le seul truc qui va se passer, c'est que ton économie, elle va s'arrêter. C'est impossible en une semaine de rapatrier le savoir-faire. Mais d'ailleurs, les Chinois le savent bien parce qu'ils ont sorti une batterie de photos AI trolling avec que des US citizens like super fat dans des usines de bagnoles, de téléphones, de trucs, et c'est pas tellement drôle, c'est assez c'est un peu glauque, mais c'est très glauque, drôle, ouais. C'est drôle. Mais c'est drôle, mais l'image est, enfin, en gros, ils se foutent vraiment de la gueule des Américains, quoi. Et oui, ils sont en mode allez-y, fabriquez vous-même vos trucs, on s'en fout, quoi. Non, mais tu vois que des mecs obèses qui essaient c'est très. Non, mais c'est ça, qui s'empiffent de McDo tu vois, en cousant des habits ou en vissant des tout petits trucs dans des produits électroniques. C'est vrai que les Chinois ont l'air assez sereins vis-à-vis de tout ça. Ils ont pas l'air du tout de paniquer ou de flipper. Tu vois, les Chinois, ils savent que c'est pas bon pour eux, mais ils savent que c'est bien pire pour les Américains. Et aussi que les Américains vont avoir une tolérance beaucoup plus faible. Parce que aujourd'hui, t'as plein d'Américains qui sont là, rah, America First, machin, nanana. Ouais. Mais dans 2 mois, quand tous leurs produits seront 20% plus chers, moi je te dis qu'il y en a plein qui vont changer d'avis. L'Américain, il est peut-être très américain, mais il est très consommateur aussi. Hein. Donc ça, je pense. Aussi, il y a beaucoup de gens. Les marchés, c'est plus important que les gens. Parce que t'as beaucoup de gens qui se disent, mais les marchés baissent, ok, mais c'est Bernard Arnault qui a perdu 5 milliards, et puis c'est pas mon problème, je m'en fous, quoi, tu vois. Mais c'est la capacité des entreprises à se financer. Si les entreprises peuvent pas se financer, elles embauchera moins, mais pas tout de suite maintenant, mais tu vois, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il va y avoir des embauches qui font pas. Et tu le vois pas directement, ça, parce que tu sais pas que lui, il aurait été embauché s'il n'y avait pas eu de problème sur le marché action, tu vois. Mais voilà. Donc il y a des gens qui vont pas trouver de travail à cause de ça. Il y a les fonds de retraite qui sont investis sur les marchés. Donc il y a des gens qui vont peut-être pas avoir de retraite ou avoir une retraite moins importante qu'est-ce qu'ils auraient eu autrement. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ces gens-là, ils vont dépenser moins et faire moins tourner l'économie. Donc tout ça, ça a des effets. Je veux dire, même si toi, t'as pas d'action. Tu te dis, écoute, en fait, c'est les gens riches qui ont des actions. Moi, je m'en fous. C'est bien fait pour leur gueule. Non. Non. En tout cas, si on retournait à Musk, et plutôt que Musk seul, j'ai plutôt envie de parler des libéraux, si tu veux, d'un point de vue économiste, tu vois. Ouais, ils ont pas l'air très ravis de la situation. Parce qu'on est d'accord que Musk, tu vois, il poste tout le temps des vidéos de Friedman, justement, tu sais, de Milton Friedman. Régulièrement, il met des vidéos de lui. D'ailleurs, pendant le tarif, il a mis des vidéos de Friedman qui expliquaient pourquoi les tarifs fonctionnaient pas, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'il se permet de critiquer ce que fait Trump publiquement, alors que maintenant il a un rôle au gouvernement. Mais en tout cas, ça enlève l'idée que Musk est le shadow président. Tu sais, il y a un peu cette rumeur que Musk, en secret, pilote Trump, tu vois. Mais en fait, bon, clairement pas, quoi. Trump n'en fait qu'à sa tête, clairement. On a annulé cette théorie. Je crois que ces 2-3 dernières semaines, c'est clairement pas ça. Ça paraît assez clair. Mais du coup, moi, ce qui m'étonne, c'est que Trump, j'ai l'impression qu'il s'est fait lire avec un mandat quand même assez clair. C'était de l'efficacité du gouvernement, améliorer l'efficacité du gouvernement. Tuer le wokisme une fois pour toutes, le régler son compte au truc, retirer ça partout d'un tas d'administration, de l'éducation, de tout un tas de systèmes. Et j'ai l'impression que Trump là est en train un peu de sortir de ce qui était prévu. C'est-à-dire que pour moi la combinaison, je mets la pression au Canada qui est pourtant son voisin et son allié historique. Je mets la pression au Groenland. Je mets la pression à l'Europe. Je lâche un peu l'Europe vis-à-vis de Poutine. Derrière, je mets des tarifs à tout le monde, peu importe, de façon indiscriminée, tu vois. Je trouve ça assez étonnant. Oui et non, si tu veux, parce que dans le mouvement Trump, t'as vraiment t'as 2 groupes distincts. Et ils se sont retrouvés opposés à la gauche, représentés par Biden et Harris et compagnie, mais qui en fait sont pas très copains. T'as un groupe qui est très nationaliste, clairement corporatiste, protectionniste ou quoi machin. Et ça, c'est le corps historique de Trump. T'as raison. Donc,
enfin, ça, faut pas l'ignorer. Et je pense que Trump, il peut pas ignorer ce groupe-là non plus complètement. C'est vrai, c'est vrai. Mais Trump, il savait aussi que ce groupe-là, en fait, il pouvait pas gagner avec ce groupe-là parce que ça s'est bien vu avec l'élection Clairement. contre Biden. C'était un gros groupe, mais c'était pas suffisant. Et donc, il avait besoin des gens qui étaient plus pro marché libre, tout ça. Mhm. Et du coup, il a fait des mesures dans ce sens qui ont permis de Ouais. convaitre ces gens-là. Il Et avait maintenant, il dragué se un retrouve peu, avec une situation complètement impossible parce que ces deux groupes peuvent pas se blairer. Et dès le début, ça a créé des problèmes parce que je sais pas si tu te rappelles avec l'histoire des H1B. Donc, pour les gens qui C'est savent pas, vrai. le H1B, c'est un visa pour aller travailler aux États-Unis quand tu es un travailleur qualifié. Donc, si par exemple tu étais un ingénieur ou quelque chose comme ça et que tu veux aller travailler aux États-Unis, ça peut être Mhm. un visa que tu utilises. Et le groupe plus nationaliste, MAGA nationaliste, historiquement supporter de Trump, ils aiment pas ça parce qu'ils sont là, il faut donner le job à des Américains, nanana. Alors que les gens qui sont plus marché libre, donc déjà Musk, il y avait déjà eu un peu il y avait C'est déjà vrai, eu c'est un vrai. peu des accords avec Musk, mais d'autres gens qui avaient supporté Trump, ils étaient là, non, nous, faut qu'on fasse venir les meilleures personnes, les plus qualifiées aux États-Unis, parce que ça permet aux États-Unis d'être compétitifs. C'est pour ça Tout à qu'on fait. a la meilleure tech et tout machin, et qu'on l'exporte dans le monde entier. Euh, et ça, c'est vrai. Enfin, moi, je veux dire, j'ai bossé à Silicon Bien sûr. Valley. Tu vas là-bas, il y a des gens qui viennent de partout, Bien sûr. et c'est les meilleurs. D'ailleurs, il y a un phénomène assez courant pour les ingénieurs qui vont là-bas ou les gens assez qualifiés, c'est que souvent c'est des gens pendant toute scolarité et toute leur vie professionnelle, c'est des gens qui étaient le maître dans la pièce, quoi, tu vois, genre s'il y avait des gens qui étaient pas d'accord 9 fois sur 10, c'est eux qui avaient raison ou quoi machin. Et là, ils arrivent dans cet environnement et en fait tout le monde est de ce calibre, quoi. Et c'est enfin c'est difficile en fait parce que d'un coup, t'es dans un groupe de 10 personnes, en fait, t'as raison 10% du temps en moyenne, quoi. Alors qu'avant, t'avais tout le temps raison. Et c'est une grosse recalibration au niveau de l'ego. Mais c'est ça, c'est comme ça dans ces boîtes-là. Je l'ai senti ce que tu dis là, puisque je suis allé à San Francisco il y a 3 semaines, et c'est vrai qu'il y a une concentration de talent et d'intelligence là-bas qui m'a pas mal bluffé, quoi. Ouais. Et pourtant, j'ai vécu que dans les capitales, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Londres depuis 10 ans, et c'est vrai que San Regarde, Francisco... t'es à Paris, t'es un top software engineer, tu vas faire quoi? 60, peut-être 70K, quelque chose oui, comme ça, rien à tu voir. vois. Là-bas, c'est 400K, Là-bas, t'es un 300K, top 400K. software engineer, tu fais pas moins de 300K, quoi. C'est ça. Donc, Mm. je veux dire, à un moment, on peut aimer son pays ou quoi, machin, mais C'est vrai qu'être employé et gagner 300K en Europe, c'est impossible. Il ouais, non, y a t'es qu'un entrepreneur qui PDG peut ou un faire ça. truc comme ça, quoi. Enfin, Et ouais. les VP, tu vas trouver, mais ouais, c'est très rare. ouais, très, si très t'es un rare. VP d'une très grosse boîte, mais enfin, Ouais. ça Oui, mais il faut n'existe être pratiquement pas. VP chez Air France. Mais ou, d'ailleurs, ou dans ces boîtes-là, Danone. l'ingénieur qui gagne 300K va sans doute avoir un manager qui gagne beaucoup moins de 300K. Hein. Mhm. Ouais, le talent. L'échelle de valeur est complètement différente parce que vraiment l'objectif de la Silicon Valley, c'est d'importer les meilleurs talents. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut appeler ça des dérives, mais t'as des trucs un peu débiles, notamment dans l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. T'as des boîtes qui emploient plus de gens qui en ont besoin, qui ont un savoir-faire, qui sont parmi les meilleurs en intelligence artificielle. Pourquoi? Pour qu'ils aillent pas bosser chez le concurrent. Pour qu'ils aillent pas chez les autres. Ouais. Ouais. Mhm. Donc, Le camp des libs, des tech libs, ils vont se retourner contre Trump. ils sont pas Enfin, contents. qu'est-ce qu'ils- Ils sont obligés de faire avec, hein, mais Ouais, c'est ils sont de la obligés même. de faire avec. ils Le l'ont truc, tous c'est que encensé, l'alternative hein. qu'ils ont, mais c'est de la même façon elle est pas que- terrible, mais ils sont De pas la même contents. façon qu'ils étaient pro-démocrates à l'époque et qui se sont fait un peu poignarder dans le dos avec toutes les demandes de censure et de contrôle et de breach de data, etc. Je pense que là, c'est un peu pareil. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, Trump, il va nous aider à nous débarrasser de ça. Et finalement, ils se rendent compte que Il les a mis aidés un- à se débarrasser de ça. C'est vrai. Mais Mais derrière, il y a un coup près il y a un économique effet qui leur arrive dans la boomerang, gueule. Il y a le problème de l'immigration où d'un coup, c'est plus dur d'avoir des talents parce que Trump est pas forcément chaud. Donc c'est vrai qu'il y a... Par exemple, je sais que Musk aimerait beaucoup simplifier l'immigration européenne vers les Musk, États-Unis. il a un gros problème avec SpaceX, en fait. Parce Oui, que oui, dans SpaceX, il veut embaucher T'as les raison. meilleurs talents et c'est Il peut pas. hyper difficile
parce que c'est un domaine qui est considéré comme stratégique. Pourquoi? Parce que entre une fusée et un missile interbalistique, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ouais. Non, puis on le voit, même Starlink donc, aujourd'hui a un impact sur la guerre en Ukraine, tu vois. Donc voilà, Starlink. Voilà. Donc ce que fait SpaceX, c'est considéré comme stratégique. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de faire bosser des étrangers à SpaceX que dans n'importe quelle autre boîte de tech. Donc lui, il a énormément de mal à attirer les meilleurs talents dans SpaceX. Est-ce que vous voulez qu'on aborde l'impact de ces tarifs sur les startups, peut-être, sur les investisseurs, dans le monde du VC, dans ce genre de choses, ou on s'en fout? Dans le monde du VC, il n'y a pas d'impact. Si tu veux tout savoir, parce que le venture capital, il n'est pas dépendant des marchés actions, et même, je vais te dire, moi, personnellement, je préfère faire mes investissements dans un marché qui est en descente ou qui est assez bas, parce que t'as des meilleurs deals en termes de valo, et les types peuvent que remonter la pente. Donc après, il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon c'est difficile. Mais d'un point de vue VC, moi je suis pas trop inquiet. Après, là, je te rejoins, et pas que sur le VC. Il y a des opportunités d'investissement en ce moment qui sont géniales. Je veux dire, il faut pas paniquer non plus quand les gens font des erreurs. Nous, on n'est pas en train de faire cette erreur, si tu veux. Il y a l'administration Trump est en train de faire des erreurs. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont mispricés, je sais pas comment dire en français, mais qu'on pas le, tu vois, qu'on pas le bon prix. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude. Il y a les tarifs eux-mêmes. Il y a certains produits qui sont impactés. Tout ça, ça fait qu'il y a plein d'assets qui sont sous-évalués, quoi, qui sont sous-évalués ou pas évalués correctement. Donc en général, ce genre de situation pour les gens malins qui suivent un peu, c'est des grosses opportunités. Ouais. Pour toi, Maury, est-ce que la crypto, il y a un rôle à jouer là-dedans, ou est-ce que c'est bon pour la crypto dans l'ensemble? Est-ce que les gens se disent, ok, si le dollar devient plus volatile ou moins crédible, est-ce que ça redirige un peu les gens vers la crypto? Enfin, qu'est-ce que tu vois là-dessus? Donc au niveau du prix, le baisse du marché action, c'est pas génial pour la crypto. Maintenant, la perte de confiance en dollar, je pense que c'est bien pour la crypto, ouais. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc après, du coup, c'est une putain de réponse de Normand que je viens de faire, quoi, parce que t'as un facteur qui est négatif pour la crypto et t'as un autre facteur qui est positif, du coup, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, je me suis demandé ça, énormément, parce que c'est la première fois qu'on a une grosse crise depuis que la crypto existe, quoi. C'est ça, ouais, parce que la crypto, ça a été fait après 2008. Qui a lancé Satoshi, qui a motivé Satoshi pour faire le Bitcoin au début. Et donc la théorie des gens, c'est que c'est mieux que ce qui nous a fait la grosse crise en 2008. Ouais. Mais en vrai, on n'a jamais vraiment trop testé cette hypothèse. On a eu un peu la crise du Covid, mais c'était pas très méchant. Et là, finalement, on l'a pas testé vraiment, parce que si Trump avait vraiment fait les tarifs, on aurait eu une grosse crise comme en 2008. Mais comme il a décidé de pas le faire finalement, on a une petite crise un peu comme le Covid, quoi. Et du coup, ça vaut le coup de... moi personnellement, je regarde, j'achète un peu timidement, mais je me remets sur les marchés parce que je pense que, en effet, ça va pas être une giga crise comme... j'ai pas ce feeling-là. Non, là, j'ai l'impression que Trump, en fait, il a un peu épuisé son capital social. Ouais, tu peux imposer des mesures qui vont faire souffrir les gens, quoi, s'ils voient qu'il y a un upside, mais ça marche un moment et ça marche pas indéfiniment. Là, j'ai l'impression qu'il a un peu, il commençait à perdre énormément de support, et encore l'inflation a pas encore tapé, en fait, parce que ça fait que 2 semaines que ça dure, tout ça. Donc les prix dans les magasins, dans les 2 mois qui viennent, ils risquent d'augmenter, là. Ne serait-ce que parce que le dollar a perdu 11% par rapport aux autres monnaies, quoi. Donc, même si t'annules les tarifs, t'annules tout, et quoi, le marché action récupère, on revient tout comme avant, rien que parce que le dollar, ils vont 11% de moins, il y a beaucoup de choses qui vont être plus chères. Donc là, je pense que, s'il veut continuer, il faut qu'il devienne un dictateur, quoi. Parce que sinon, il va se faire sortir d'une façon ou d'une autre. Parce que même les autres républicains, ils vont pas le suivre. Il a une certaine majorité au Sénat et au Congrès. Ok, mais si le Sénat et le Congrès votent que, en fait, non, les tarifs, merci, on n'en veut pas. Merci, on n'en veut pas, quoi. Le
le Sénat et le Congrès, si le Sénat et le Congrès votent un truc, ils peuvent invalider les décisions du président. Aujourd'hui, il a une majorité, mais il faut pas retourner beaucoup de républicains pour que finalement, il y ait un truc qui passe. Hein. Mais j'ai vu il y a un gros débat là-bas, c'est qu'ils disent que justement, la volonté du président, si tu veux, n'est pas respectée, ça veut dire que le président n'est pas vraiment au pouvoir et que donc il y a un shadow government. Donc j'ai vu que lui, il essaie de mobiliser son électorat un peu MAGA, conspirationniste. Bah lui, c'est ce qu'il dit. J.D. Vance, il est très très pro cette théorie aussi, mais en vrai, les autres gens sont élus aussi. Hein. Les sénateurs, c'est ce que je me dis. Les congressmen sont aussi élus, quoi. Donc il y a pas de. Ouais. Est-ce que toi, après, je pense qu'on va wrap up, mais moi j'ai tendance à, je suis extrêmement déçu de J.D. Vance depuis 2 mois, tu vois. C'est que je trouvais au tout début, que il a fait quelques speaks assez brillants. J'ai bien aimé celui qu'il a fait en France sur l'IA, où il a dit hey, les Européens, réveillez-vous. J'ai bien aimé certaines choses qu'il a fait. Je trouvais qu'il était assez précis, stratégique et tout. Et là, je trouve que depuis 2 mois, chaque fois que je vois prendre la parole, je trouve à côté de la plaque. Et t'as dit merci au moins, Tim. Ouais, voilà, Zelensky, c'est un bon exemple. C'était le pire qu'il ait fait, je pense. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. D'ailleurs, maintenant, c'est la risée d'Internet. Tout le monde fait des mèmes avec sa tronche. C'est extrêmement drôle. D'ailleurs, c'est un des premiers mèmes que je vois où le mec se fait refaire la gueule avec de l'IA sous toutes les formes, où il a l'air ridicule, il a l'air obèse, il a l'air. J'ai beaucoup rigolé. T'as aussi beaucoup de mèmes, justement, quand il y a eu l'histoire des tarifs, tout le marché était rouge. Hein. Oui, c'est vrai. T'avais, tu vois, les tableaux derrière des résultats du marché avec J.D. Vance dedans. Ils sont là, est-ce que t'as bien dit merci, quoi? Oui, c'est dingue. Ouais, finalement, c'est marrant parce que c'est marrant quand même le rôle d'Internet où via l'humour, on arrive quand même à faire passer des. C'est hyper puissant l'humour. C'est hyper puissant. C'est hallucinant comme les mèmes sont puissants parce que comme Trump même utilise des mèmes pour lui-même se faire élire, pour lui-même faire passer son message au grand public. Quand ils se prennent des mèmes comme ça dans la gueule, c'est indéniable, tu vois. C'est vrai que. Je faisais cette remarque. Alors, on change un peu de sujet quand même. Enfin, en tout cas, c'est un peu une parenthèse, mais je sais pas si t'as remarqué, mais les mèmes de gauche, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était vraiment pas drôle, quoi. C'est vrai. Et c'est normal parce que la gauche, jusqu'à il y a pas très longtemps, était vraiment très idéologique. Et un des symptômes de l'idéologie, c'est que tu perds ton sens de l'humour. Quand t'es dans une secte ou un truc comme ça, enfin, quand t'es capturé idéologiquement, tu as tendance à perdre ton sens de l'humour. Et donc les mèmes de gauche étaient vraiment pas drôles parce qu'ils étaient vraiment dans ce délire woke ou quoi, machin. Mais ce qu'on voit depuis, peut-être 2-3 mois, tu vois, c'est que les mèmes de gauche, ils commencent à être bien drôles, en fait. Je suis d'accord. Et ça veut dire que la capture idéologique, elle est en train de passer de la gauche à la droite, là. C'est de plus en plus les gens de gauche qui pensent avec leur cervelle et les gens de droite qui suivent le programme idéologique. Je suis d'accord. Il y a pas mal de mèmes de droite que je commence à trouver hyper cringe aussi en ce moment. Ouais. Du côté MAGA et tout, ils sortent des mèmes et je passe à côté, je comprends pas trop ce qu'ils font. Enfin, c'est assez étrange. C'est marrant à quel point l'humour c'est un signal à ce niveau-là. Ouais. Parce que je les vois s'enfoncer un peu dans leur délire côté MAGA et je me dis mais au contraire, vous avez été élus parce que vous aviez l'air d'être assez modéré et enfin pas modéré mais je veux dire. J'avais l'impression que Trump allait se calmer en tout cas sur ce mandat. J'ai l'impression que beaucoup de gens se sont dit tiens, en fait le mec est en train de se raisonner, de se libéraliser. C'est intéressant parce qu'on voit que la droite, partout dans le monde, fait ça. Je vois que par exemple celui qui aujourd'hui prétend incarner une pensée libérale en France, c'est Zemmour, qui essaie de récupérer un peu le côté Milei, Trump. En fait, c'est Knafo surtout. Voilà, ouais Knafo. Mais genre Zemmour, oui, mais c'est le camp Zemmour. Alors que Zemmour. Il y a des vidéos de lui. Historiquement, voilà, il y a des vidéos de lui où il chie sur le libéralisme depuis toujours. Donc, c'est assez intéressant de voir que la droite essaie de se réapproprier ça en se disant c'est peut-être un moyen de se faire élire. Mais moi, je vois bien, enfin, clairement, c'est un trompe-l'œil. Enfin, c'est faux, quoi. La droite ne croit pas à ça. La droite reste profondément étatiste. Ça dépend dans quel pays. Hein. Si tu regardes oui, alors Mélanie en Italie, clairement. Milei et Mélanie, ça a l'air d'aller. Même Mélanie. Alors Mélanie, elle a un peu quand même dévié, tu sais, parce que au début de son mandat, là, elle voulait faire la taxe sur les super profits et tout machin, qui étaient plutôt des mesures traditionnellement à gauche. Elle s'est pris un gros retour de bâton économique très 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 vite, un peu comme Trump avec ses tarifs. Quand tu commences à faire des trucs économiques débiles, ça revient très très vite. Ça pardonne pas. Mais depuis, elle a bien pris sa leçon, hein, j'ai l'impression, et ça marche bien pour l'Italie, quoi. Ça marche bien pour l'Italie. Hein. Je crois qu'ils ont une des plus belles croissances d'Europe là en ce moment. Oui. Donc, ils ont l'Espagne aussi, hein. Ils ont l'Espagne et l'Italie, les deux. Alors l'Espagne, c'est marrant parce que l'Espagne, techniquement, ils ont un gouvernement à gauche. Ouais.
Et oui, d'ailleurs, beaucoup de Français. Sauf que la gauche espagnole, hein, Oui. elle est plus libérale que Zemmour, quoi. C'est un truc de fou. Je sais qu'il y a C'est-à-dire beaucoup que de... si tu veux revenir au C'est niveau vrai. de dépenses espagnoles en France, Ouais. genre ajusté pour la richesse du pays, il faut déglinguer 200 milliards de Oui. dépenses dans le gouvernement, quoi. Et l'âge de la pour arriver retraite. au niveau de l'Espagne, qui eux Ouais. considèrent que c'est un programme de gauche. Ouais. Et taxation beaucoup plus faible, la retraite beaucoup plus tard. Nous, on n'a etc., personne etc. à droite qui propose ça, tu vois. Non, non. Et c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de Français de gauche qui disaient mais regardez, économiquement ça fonctionne en Espagne, alors que c'est un gouvernement de gauche. On va dire oui mais regarde le programme ce que c'est. C'est pas parce qu'il est à gauche que il faut bien voir. Est-ce que tu veux en France la retraite à 70 ans? Est-ce que tu veux, enfin tu vois. Ouais, ils ont 67 en Espagne. Ouais, mais, j'exagère, mais voilà. bien sûr. Mais c'est assez intéressant parce que ouais, c'est pas vraiment le. Enfin, c'est là que tu vois en fait le curseur entre la gauche et la droite, l'endroit où on met la balance, enfin l'endroit où ça bascule, je veux dire. Mais je On trouve que ça n'a pas place pas trop de du tout. sens, hein, Ouais, cette bien sûr. idée de qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite. Parce que franchement, le corporatisme ou le truc comme ça, c'est des idées qui ont toujours été à droite depuis très longtemps. Mhm. Le protectionnisme et tout machin. Et le marché libre, c'est en général associé à la droite aussi, mais tu vois bien qu'il y a ces deux idées qui sont complètement incompatibles, Ouais. quoi. Et si tu regardes à gauche, il y a aussi d'autres idées qui sont complètement incompatibles. Donc c'est Complètement, un peu complètement. vraiment, pour moi, c'est vraiment team A versus team B, et ça t'apprend pas grand-chose en fait. D'ailleurs, Je suis d'accord. le programme de tarifs de Trump, c'était le programme de Bernie Sanders il Oui, y a oui, deux complètement. élections. Ouais, ouais. Alors Bernie Sanders ouais. te disait, c'est pour protéger les travailleurs américains, nanana, qui ont été Mm. appauvris par le Oui, grand mais chacun il capital, a son blablabla, tu vois. narratif, mais à la fin Alors c'est que la même Trump, chose. il dit, bah, c'est les étrangers qui nous ont piqué, machin, tu vois, mais le programme, Oui, oui. c'est le même. Ouais, L'emballage mais est planifié, on a mais pareil le programme, avec c'est le même. on a pareil avec le FN en France où le FN son programme libéral enfin ressemble énormément à un programme socialiste, son programme oui. économique. Ah son oui, programme- le RN est programme, complètement ce sont des socialiste. étatistes de premier rang quoi, ils ont Bah, ce absolument sont des rien de libéral. national-socialistes. Voilà, donc, En vrai, mais oui, bien sûr, bien sûr. Donc Guys, il je va vois plein de falloir gens wrap up, qui, hein, parce que Ouais. là, je sens que vous allez parler 3 heures et là on parle pour le fun. j'adorerais, mais il faut faire d'autres épisodes. Ben n'est pas là, j'ai pris la responsabilité d'essayer d'un peu de cadrer les choses. J'assume mon échec, mais là, je me reprends, je suis ferme et je vous demande une conclusion. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, Eh mais si bien, on peut conclure un peu ok. sur les tarifs et tout. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? bah écoute, moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit comme conclusion, comme deux trucs importants. C'est que le premier, c'est que quand tu tords le système de prix, tu arrives toujours à des aberrations économiques et c'est jamais bon. Parce que on pense beaucoup au prix, genre la richesse ou quoi machin, mais le prix, c'est aussi une technologie de l'information. En fait, ça permet aux différents acteurs économiques de savoir où est-ce qu'est la valeur et qu'est-ce qu'il faut faire, sur quoi il faut se concentrer, quoi. Oui, c'est Quand un tu code commences du signal. voilà, c'est un signal, c'est une technologie de l'information, vraiment. Quand tu commences à te distordre ça, tu perds ta capacité économique à faire les bons choix économiques et donc tout le monde devient plus pauvre. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que des fois les gens le font quand même, hein, à gauche comme à droite. Là, on le voit à droite, mais la gauche a fait plein de fois aussi. Quand ça se passe et que toi tu comprends l'économie, t'as des opportunités énormes et il va y avoir des richesses incroyables qui vont être faites cette année. Et donc, faut pas être que doom and gloom. Quand les gens font des erreurs, c'est aussi l'opportunité de toi de pas faire cette erreur et d'en tirer parti. Très belle conclusion. Parfait. Merci beaucoup, Amaury. Ouais, c'était un merci plaisir d'être de- venu. De parler d'économie avec toi et de nous éclairer un peu sur tout ça. On n'est pas des experts, donc tu es notre caution sur le sujet. Donc, nous, on est juste des gens curieux et on a envie de mieux comprendre le monde. Donc, merci beaucoup. En tout cas, c'était très cool. Merci beaucoup Amaury, merci Tim, merci Ben qui, je sais, pense à nous. Et puis that's a wrap. Fin de l'épisode. Merci à vous les gars.